Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au paiement. Ce webinaire où nous allons raconter le partenariat entre Cdiscount et Worldline et comment Cdiscount s'est transformé en FinTech. Je suis très heureux de faire ce webinaire avec vous, messieurs. Merci encore pour votre accueil au sein de vos locaux techniques du studio de Cdiscount. Je remercie également Muriel et Bruno qui sont juste derrière la caméra, que vous ne voyez pas, mais qui nous accompagnent sur ce webinaire, ainsi que Guillaume qui est à l'animation du chat. Messieurs, avant de démarrer, je vous propose peut-être qu'on se présente. Jacques. Bonjour Jonathan, écoute, je suis ravi de faire ce webinaire avec Worldline. Je trouve que c'est une belle manière de fêter ces 20 ans de collaboration. Et puis pour moi, c'est une saveur particulière parce que étant là depuis très longtemps à Cdiscount et ayant été témoin de toute cette collaboration, je trouve que c'est un bel événement. Donc je suis très content d'y participer. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Donc Julien Piquet, directeur paiement. J'ai rejoint l'aventure Cdiscount il y a 8 ans et puis sur le domaine paiement il y a quelques années maintenant également. Donc vraiment ravi de prendre ce temps pour échanger avec vous, Worldline. Merci. Alors effectivement, c'est vrai que Jacques, tu l'as rappelé, le partenariat, il a presque plus de 20 ans aujourd'hui. Oui. Et donc on s'est dit il y a quelques mois dans une réunion de travail qui était un petit peu à bâton rompu, qui revenait un petit peu sur une synthèse, on va dire, de la dernière période qui a été extrêmement riche autour du paiement. Oui. On va arriver dans une nouvelle ère de l'e-commerce qui a été extrêmement riche, très dense, avec la crise sanitaire, avec les avancées réglementaires. Et on a témoigné ensemble vraiment de comment la performance paiement devenait plus que jamais un prérequis à la satisfaction client de vos clients, des clients de Cdiscount, et également un nouvel enjeu, un nouvel axe de développement pour Cdiscount. On y reviendra notamment vers la fin de la présentation. Alors, avant de commencer, je vous propose quand même de revenir rapidement sur qui est Cdiscount et qui est Worldline. Cdiscount, Julien, moi je m'en souviens, c'était un site web qui avait disrupté déjà le marché à l'époque, il y a très longtemps, avec des biens culturels notamment à des prix discount. C'est ça, Cdiscount, né en 98, ici même à Bordeaux. Maintenant leader du e-commerce français. En quelques chiffres, Cdiscount, c'est 4,2 milliards d'activités, de volume d'affaires. C'est 22 millions de visiteurs uniques par mois, donc presque un tiers de la population française tous les mois. C'est 10 millions de clients actifs. Impressionnant, 100 000 commandes par jour. Ça fixe bien le périmètre. Et puis maintenant, surtout, au-delà du site e-commerce, c'est une vraie plateforme digitale qui permet de proposer 100 millions de produits qui sont eux-mêmes en fait proposés par un parc de vendeurs de 15 000 qui se servent de notre plateforme pour pouvoir diffuser leurs offres. Pour finir la présentation, Cdiscount, c'est maintenant 2000 collaborateurs et plus de 60 métiers, et notamment dans la tech. On va y revenir. Merci. Alors, côté Worldline, alors nous sommes comme Cdiscount un groupe français. Nous sommes aujourd'hui le leader des services de paiement en Europe. Nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement, alors à la fois avec l'acceptation e-commerce, bien sûr, avec vous, par exemple, Cdiscount, mais également en magasin, également sur des solutions d'acquisition commerciale ou d'émission de moyens de paiement également. Alors, nous avons cette approche très sur mesure également pour accompagner nos commerçants, parce qu'on n'accompagne pas Cdiscount comme on accompagne un commerçant qui rencontre sa croissance ou dans une verticale très précise. Mais aujourd'hui, on a la chance d'accompagner de nombreux e-commerçants e-commerce, dont Cdiscount. Et Jacques, depuis, tu l'as dit tout à l'heure, mais depuis près de 20 ans. En effet, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et on a toujours été ensemble dans les moments clés, dans les projets phares de Cdiscount qui ont permis à Cdiscount de se développer. Donc, on peut bien évidemment penser au 4 fois, qui a toujours été un élément moteur dans l'activité de Cdiscount, puisque faut pas oublier que nos clients, quand ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est du prix et de la facilité de paiement. Donc, le 4 fois, il a toujours été omniprésent. Et vous avez été un acteur dès 2006, un acteur clé pour nous aider à développer ce produit, à l'optimiser, à proposer des nouvelles fonctionnalités. Et puis quand on réfléchit, bon, on va pas résumer 20 ans en 2 minutes, mais il y a eu des moments très très forts, notamment sur la carte Cdiscount, où vous nous avez aidé à moderniser cette carte, à proposer des nouvelles fonctionnalités à nos clients. Et puis plus récemment, on a travaillé ensemble sur la tokenisation. Donc c'est un mot un peu barbare comme ça, mais ça permet à un grand acteur comme Cdiscount de comprendre avec quels moyens de paiement nos clients payent
Et ça nous permet surtout de le faire sans avoir à stocker les cartes, parce que nous, pour des raisons évidentes de PCI DSS, on n'a pas envie de stocker les cartes. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, cette tokenisation qu'on a commencé avec vous, je crois que c'était déjà en 2014-2015. 2014, oui. C'est une façon, ça a été pour nous une très grande avancée sur plein de fonctionnalités. Comme le paiement en un clic. Le paiement en un clic, par exemple. C'est un prérequis à tout e-commerçant. Hein, voilà, exactement. Ça nous permet d'avoir un paiement en un clic très robuste. Ça nous permet aussi derrière d'aider nos équipes fraude à comprendre avec quel moyen de paiement un client paye et détecter par exemple des usurpations de moyens de paiement. Donc vraiment des choses très importantes. Et puis plus récemment, c'est vrai, bon, on est plus sur des sujets réglementaires. Vous nous avez beaucoup accompagnés sur les 4 dernières années sur des sujets réglementaires comme la DSP2, comme les sujets RGPD, mais on va y revenir plus tard. En tout cas, voilà, c'est 20 ans d'une riche collaboration avec vraiment des moments clés qui nous ont permis de passer à des étapes ultérieures. Okay. En tout cas, merci d'avoir repartagé un peu cette histoire. Alors, tu l'as dit récemment, l'actualité a été extrêmement riche depuis 3-4 ans. On peut parler vraiment d'une nouvelle ère de l'e-commerce qu'on connaît toujours aujourd'hui, qu'on a essayé de synthétiser tous les trois sur 3 thématiques, en fait. Il y a eu tout ce qui est accélération digitale. Clairement, la crise sanitaire a accéléré de nouveaux comportements et bien sûr, les clients, par contre, ont plus en plus aussi d'attentes dans la personnalisation de la relation avec leur marque et leur site e-commerce. Et enfin, Jacques, on y reviendra plus précisément, mais les avancées réglementaires ont été le sujet de nombreux investissements pour à la fois les providers de paiement, mais également pour les très grands commerçants qui ont énormément de use case métiers. Julien, sur l'accélération digitale, quand on est Cdiscount, que la crise sanitaire arrive, qu'il y a ces nouveaux comportements, qu'est-ce qui se passe non, très concrètement, oui, on était déjà dans un environnement en fait, d'accélération e-commerce que tout le monde connaît. On nous prédisait effectivement en 2030 un doublement du volume d'e-commerce. Et en fait, avec le contexte sanitaire, les personnes se sont habituées aux usages et à la commande en ligne, notamment les plateformes de e-commerce. Et on est sur un palier qui serait franchi dès 2025. Et on voit aussi la deuxième grosse tendance, c'est les marketplaces. Donc ça, on va y revenir, on va en parler tout à l'heure, mais des cas d'usage. Et puis, de plus en plus de personnes abonnées aussi à des services sur le web. Et nous, on était déjà aussi dans cette stratégie-là autour du B2B, avec différents axes, mais on le sait qu'il y a encore une plus forte accélération sur ce marché B2B, et nous on le voit dans 2 sens. C'est aussi bien un pro qui vient acheter sur notre site, et puis via la plateforme digitale, finalement, tout cet écosystème de vendeurs, même des fournisseurs de ces discounts, leur apporter des services, aussi bien quand ils vendent sur notre plateforme que par ailleurs quand ils ont de l'activité sur les autres sites e-commerce. Donc, et on reparlera de la stratégie paiement à l'intérieur de ça. Mais pareil, sur ce marché-là, donc du B2B, on était préparé et on a une stratégie très claire. En revanche, effectivement, pour la pure période sanitaire, on a connu des volumes incroyables pendant cette période. Donc une période très riche et qui a aussi changer les comportements des acheteurs. Tu le disais tout à l'heure dans la présentation de Cdiscount, la mobilité aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut penser d'abord mobilité. C'est vrai que les clients souhaitent accéder tout de suite, à n'importe quel moment, à des nouveaux services, à des nouveaux biens. Aujourd'hui, alors le rapport de la FEVAD rappelait que ça y est, plus de 60% des 25-30 ans ont accès, font leurs achats directement avec la mobilité. Et bien sûr, dans ce besoin d'instantanéité aussi, Jacques, tu le disais, le paiement en plusieurs fois, 3-4 fois. Le marché va doubler d'ici 2024. Est-ce que c'est un trend e-commerce que tu vois également sur Cdiscount ? Absolument, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, nos clients ils viennent chercher du prix et de la facilité de paiement. Et la facilité de paiement, en fait, le 4 fois, il est au cœur de ce dispositif. Après, depuis 20 ans, le 4 fois, il nous accompagne, mais il a fallu que, grâce à notre collaboration, d'ailleurs, il a fallu qu'on modernise ce produit, qu'on le propose de manière beaucoup plus intelligente en fonction de plusieurs critères. Critères de fraude, je suppose. Critères de fraude, critères de panier, critères de... Voilà, je ne vais pas les énumérer ici, mais... Et on voit bien quand même que cette appétence aux 4 fois, chez nos clients, elle est très, très forte.
Et donc, notre rôle après, c'est de piloter cette ouverture du 4 fois. Donc, on peut le piloter par la data, par plein d'éléments, mais il faut le piloter parce que on a quand même une forte demande de nos clients sur ce sujet. J'imagine aussi que d'un point de vue recouvrement, bon, vous le gérez vous-même, que ça nécessite une relation continue avec le client. Bien évidemment, oui. Aujourd'hui, tout ce qui est relation justement continue avec les clients en termes, alors on parle de commerce conversationnel, c'est vraiment d'avoir accédé, pardon, j'ai pas de, hop, pardon, avec des mécaniques notamment de chatbot pour accéder au service du commerçant de façon continue et instantanée, toujours. C'est également, alors, on voit également dans ces commerces conversationnels que la voix commence à prendre une part importante avec l'utilisation des enceintes connectées, notamment pour les achats de première nécessité. Et enfin, le live shopping. Alors, c'est vrai que ça vient d'Asie, on peut croire que c'est une niche, mais pas du tout. Le live shopping, c'est une réalité. Aujourd'hui, on sait que ça influence fortement les acheteurs, puisqu'un taux de transformation est 10 fois supérieur à un moment live shopping par rapport à un site internet traditionnel. Julien, le live shopping, c'est une réalité. Il y a eu un événement d'ailleurs en tout début de semaine avec un acteur de l'électroménager français. Oui, alors sur tous les thèmes d'ailleurs, hein, sur la mobilité. Aujourd'hui, nous, c'est vraiment le mobile, hein, sur le device mobile, c'est 75% de notre trafic et c'est 50% des achats. Donc c'est encore plus important que la moyenne française. Exactement. Donc en fait, sur ce premier volet dont vous parliez avec Jacques, clairement, nous, on le vit, hein, et cette transformation, ces discounts et le paiement, on a accompagné sur mobile le 4 fois. Et puis maintenant, effectivement, toute la stratégie de parler aux clients en continu et le live shopping font partie maintenant pleinement des événements de Black Friday. Là, il y a les French Days en ce moment même. Et donc, effectivement, on a de plus en plus en récurrence des moments où on parle aux consommateurs réellement sur des systèmes live. Alors, tu parlais justement de parler réellement aux consommateurs. Alors, il y a l'arrivée de beaucoup de nouvelles technologies. Le virtual shopping qu'on voit déjà une réalité dans le monde du prêt-à-porter, dans l'ameublement aussi, qui clairement incite positivement les achats. On le voit également aussi avec, alors là c'est plus autour de l'intelligence artificielle, mais aussi l'arrivée des multivers, l'utilisation des coins, des stablecoins, de cette économie virtuelle. On a déjà échangé sur ces sujets également, mais aujourd'hui c'est plus qu'un projet, je suppose, chez Cdiscount. Oui, clairement, on est en train de regarder les meilleurs usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit à Cdiscount, c'est qu'on a un gros savoir-faire de marketplace. Donc les premiers usages, ça pourrait être pour nous très rapidement de monter des marketplaces de NFT. On est bien positionné pour le faire. On se pose aussi des questions sur la crypto-monnaie. Comment on l'amène en fait de manière conveniente, c'est-à-dire comment on rend facile ce monde-là à nos consommateurs, et puis sur quel canal aussi le faire. Donc on est clairement encore en questionnement, mais aujourd'hui c'est des axes de stratégie qui sont regardés au quotidien. Oui, alors nous aussi, c'est vrai que c'est des axes qui nécessitent beaucoup d'investissement, de réflexion, notamment dans l'intelligence artificielle. Pour revenir un petit peu plus sur Terre, même si c'est déjà une réalité, il y a un autre sujet, Jacques, qui a nécessité beaucoup d'investissement pour les providers de paiement, pour mes confrères, mais également pour les commerçants qui ont toute cette complexité. Et là, je parle des avancées réglementaires. Alors oui, les avancées réglementaires, oui, on peut en parler. Ça nous a beaucoup occupé ces 3 dernières années. Donc, au-delà de ces vilains sigles qu'on a affichés sur notre présentation, faut quand même pas oublier que tout ça, c'est dans l'intérêt de nos clients. Dans l'intérêt de nos clients, c'est-à-dire que on est là pour protéger leurs moyens de paiement, on est là pour protéger leur solvabilité. Donc MPADS, comme ça paraît un peu barbare comme nom, mais ça permet quand même de redresser les encours des cartes de nos clients. D'enrichir les tickets de caisse aussi. D'enrichir les tickets de caisse. Donc tout ça, ça va quand même, c'est dans l'intérêt du client. Puis c'est vrai que le petit dernier, c'est la DSP2. Donc la DSP2, nous, ça nous occupe énormément depuis 3 ans. Hein. Faut se rendre compte quand même qu'à l'échelle de Cdiscount, sur les 18 derniers mois, on a réécrit complètement les applicatifs de paiement. On a réécrit complètement ces applicatifs en fonction de tous les cas d'usage, d'ailleurs qu'on a partagé avec vous dans de nombreux ateliers, parce que c'était vraiment un challenge énorme de se dire comment on va faire du 4 fois, comment on va faire du paiement à l'expédition, comment on va faire du paiement à clic. Enfin, il y avait d'innombrables cas d'usage qu'on a recensés avec vos équipes. Et derrière, tout ça, c'est pour protéger nos clients de tout ce qu'il y a, de tous les patterns de fraude qu'on peut rencontrer donc, sur l'activité digitale. Donc, au-delà de ces mots un peu barbares, au-delà de l'effort à fournir, hein, parce que nous, à Cdiscount, ça nous a beaucoup occupé de temps, ça nous a
coûté énormément d'investissement au niveau du paiement. C'est quand même au final dans l'intérêt du client, dans l'intérêt aussi de lui proposer je dirais des scénarios et être capable toujours de, quel que soit l'environnement, de trouver une solution pour que notre client puisse payer correctement son panier. Donc c'est vraiment, toutes ces contraintes au final, nous, même si je l'en parle avec 18 mois plus tard, on en a fait une opportunité sur pas mal de sujets, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Oui, absolument. Et c'est vrai que la DSP2, alors tu le disais, c'est une opportunité pour des grands e-commerçants Oui. aussi. On est profondément attaché à ça chez Worldline, mais aussi une opportunité pour les fintechs, puisque la DSP2 elle donne un cadre légal aussi et facilite la concurrence sur des nouveaux services, par exemple liés à l'open banking, que ce soit l'accès aux API bancaires ou bien sûr à des nouvelles thématiques de virement bancaire. Alors, vous l'avez bien dit, il y a de nombreux challenges pour les commerçants que vous avez su relever dans cette nouvelle ère de l'e-commerce. Bien sûr, c'est de continuer à atteindre des nouveaux clients qui ont des nouveaux usages. On a parlé de nouveaux canaux, on a parlé de nouvelles géographies, de nouveaux réflexes aussi de consommation, l'éco-responsabilité par exemple, mais c'est aussi toujours la recherche d'une expérience encore plus personnalisée. On reviendra tout à l'heure sur qu'une expérience personnalisée, c'est aussi de la performance paiement. Et enfin, Jacques, tu l'as rappelé, savoir garantir une satisfaction client dans ces enjeux-là, dans ces disruptions technologiques, réglementaires, c'est vraiment de remettre au cœur en fait, la performance paiement au service du client. Et c'est ce qui a provoqué d'une certaine façon, on l'a bien vu avec vous à travers les workshops, c'est que cette performance paiement, toujours au service du client, elle a refaçonné, Julien, d'une certaine façon, à la fois l'organisation et les technologies même de Cdiscount. Oui, c'est ça. C'est que, alors, on était déjà positionné sur une organisation autour de la data à Cdiscount, globalement, puisque très grosse plateforme digitale, donc très grosse activité web, avec une surveillance un peu permanente de ce qui se passe pour nos clients, ce qui se passe techniquement. Mais avec l'arrivée de la DSP2, qui fait que ce qui ne se voit pas du client, mais derrière, il y a eu quand même beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements avec vous, derrière les réseaux et puis les banques, qui fait que on avait quelque part peur. Alors, pour nous, mais pour nos clients, en fait, les deux à la fois, qu'il y ait des difficultés dans la mise en œuvre, que voilà. Donc, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est refonte globale, en fait, d'abord technique. On a dit, il y a les deux grands axes, il y a le monitoring, en fait, temps réel, et puis il y a le fameux reporting ou la data analyse. Donc les deux, on avait la chance à Cdiscount d'avoir quand même près de 800 ingénieurs tech. Donc dans ces domaines-là, sur le domaine de l'innovation technologique liée à la data, en fait, on a quand même un savoir-faire. Et donc on se l'est appliqué sur ce monde du paiement. Et on a aussi changé notre organisation. On en parle beaucoup des organes data-driven, mais en fait, là, nous, c'est rendu concret. C'est une équipe produit, donc avec Jacques, et puis en face, nos IT, les techs. Mais on vit sur les spécialistes de la data, parce que voilà. Tu nous as présenté des jeunes recrues qui c'est vraiment le métier autour de C'est exactement ça. Donc, on vivait déjà ensemble. Ça fait des années qu'on est en mode produit. En fait, Cdiscount sur la partie paiement a été très précurseur, de se dire que finalement, le monde du paiement, c'est quand même très technique aussi derrière. Donc, il faut des techs très proches du métier et inversement. Donc, on était déjà comme ça. Mais là, ce qu'on a fait, on a fait un cran plus loin. On a inclus la data analyse, donc des équipes data analyse qui nous parlent en permanence et puis qui parlent aussi aux techs avec qui on est installé. Et nous, dans notre rapport aussi aux clients, mais en interne pour faire des choix de projets. Quand on parle maintenant à notre PDG, en fait, il y a en permanence, on peut avoir des intuitions, on peut se dire il faudrait aller là, mais en fait, c'est avec de la data, avec au quotidien, quand on a poussé des évolutions liées à la DSP2, en fait, c'est dans la journée de la mise en œuvre de ces fonctionnalités, on regarde sur l'axe client, sur l'axe derrière, ce qui se passe dans la transaction, et puis avec ce cycle d'amélioration continue, finalement, maintenant, on ne fait plus rien sans mesurer instantanément. Et aussi, le dernier point, c'est sur les monitoring techniques aussi, on s'est doté d'une capacité de résilience automatique. Donc on a dit, si sur le reste de la chaîne paiement, ça ne se passe pas bien, on a complètement refondu toute cette partie-là pour se dire, automatiquement, on switch sur des scénarios métiers ou techniques en temps réel, et on assure une continuité finalement des transactions un petit peu en essai, en indépendance de ce qui se passe derrière et que le client ne voit pas.
Oui, donc ça peut être des mécaniques d'envoi de lien de paiement si vraiment c'est indisponible, mais en gros, on peut toujours payer sur Cdiscount quoi qu'il arrive. On essaye, oui. Et tu disais sur la couche data, on est vraiment sur une technologie data lake, c'est-à-dire que vous avez Oui. réuniformisé et envoyé tout ça dans des couches de données pour uniformiser vraiment la culture. Ouais, c'est data cloud, ça c'est pour notre partie reporting, mais qui nous permet de faire un reporting. Alors c'est pas de l'ultra temps réel, mais quasiment. Donc vraiment par rapport à des anciennes manières de faire où on est un peu plus à froid. Là, nous, dans la demi-heure, on sort tous nos indicateurs. C'est-à-dire qu'on peut publier à tous les échelles de l'organisation, finalement, une data déjà digérée. Donc à la fois métier et paiement. Ah oui, complètement. Là, métier, paiement. Et puis derrière, on a aussi refondu avec d'autres technos de plus, donc encore une fois, de monitoring technique, où tous les applicatifs remontent là, par contre, en temps réel. Et qui fait qu'à l'intérieur, on ne vient pas que surveiller les machines, on vient surveiller aussi avec des indicateurs métiers. Ouais, et donc, voilà, le comportement utilisateur. Donc là, on n'est pas dans du reporting pour se dire est-ce qu'on a fait le bon projet, est-ce qu'on l'a mis en place correctement ou est-ce que ça fonctionne. Là, on est dans du vrai temps réel. Est-ce qu'il y a une machine qui est tombée? Est-ce que le client il arrive à payer? Donc, ou est-ce qu'il y a une console très connue qui arrive en stock? Exactement. On avait parlé de ça tous les trois. C'est ça. Ou est-ce qu'il y a des gros pics de volume et qui fait que ça tangue un peu chez nous ou derrière ou sur le reste de la chaîne paiement et on a mis en place des moyens donc résilients automatiques pour switcher et partir sur d'autres scénarios de paiement. Je pense que Jacques va en parler. Absolument. Alors c'est vrai que tu l'as dit, Cdiscount, il y avait besoin aussi de mélanger beaucoup de données métiers, etc. Alors, vous utilisez nos API de Worldline pour ça. On est vraiment à travers ça, éventuellement nos reporting aussi, mais vous avez accès direct à nos API. Pour les commerçants qui n'ont pas encore cette capacité technologique, Worldline accompagne bien sûr ces commerçants à travers des outils de performance aussi, performance paiement, donc ce qu'on appelle My Performance justement. Donc, ce sont des extranets qui permettent d'avoir aussi en quasi temps réel l'ensemble des insights paiement, mais également les données clients, qui permettent aux commerçants aussi de changer leur stratégie paiement avec des recommandations dynamiques ou bien sûr avec nos équipes comme on le fait avec vous dans le cadre de différents workshops. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi accessible à tous les commerçants, mais qu'il faut vraiment prendre cette data pour son business et favoriser toujours la croissance de son e-commerce. Voilà, on ne l'a pas dit, Jonathan, mais évidemment, une grosse partie de la data qu'on peut analyser, qu'elle soit en temps réel, en reporting, en data analyse, c'est parce qu'on est branché à vos API, vous nous redonnez toute cette information et puis bien sûr on bénéficie de votre savoir-faire pour la comprendre. Merci Julien. Alors c'est vrai que Jacques, au conseil, il y a un cœur névralgique. Julien parlait de la data. Comment on mixe ça dans un moteur d'acceptance, ce qu'on va appeler le smart routing? En fait, de manière très simple, smart routing, c'est encore un nom très compliqué pour exprimer une chose très simple, c'est que nous, commerçants, on a deux objectifs. C'est que la transaction de notre client elle se passe correctement, dans les meilleures conditions, dans un scénario le plus fluide. Et puis, bien évidemment, derrière, avec un souci d'optimisation de nos coûts monétiques. Donc, à partir de ces deux axes, on va être capable, derrière, de proposer des scénarios en jouant sur le canal d'acquisition, en jouant sur la marque utilisée, en jouant peut-être même sur une solution technique. Et tout ça, bien évidemment, il faut qu'on le fasse de manière complètement transparente parce que notre client, lui, doit avoir un formulaire, il met son numéro de carte, il est là pour payer et il est hors de question de l'ennuyer avec ses considérations techniques ou monétiques. Et c'est vrai que depuis la DSP2, ce qu'on appelle le smart routing, c'est énormément complexifié. Julien en parlait, la data en elle-même, elle est devenue beaucoup plus compliquée à appréhender parce que tous nos cas d'usage qu'on faisait depuis 15, 20 ans, qui nous paraissaient, je dirais, bien digérés, bien simples, aujourd'hui, ces données-là, elles ont considérablement évolué. Comme je le disais tout à l'heure, on a tout relivré en 18 mois. Donc, ça a des impacts sur notre appréhension de la donnée et donc, évidemment, sur quelle est notre capacité à offrir le meilleur scénario à notre client quand il paye. Et cette petite phrase qui, comme ça, a l'air très simple, derrière, c'est une véritable usine parce que en fonction, comme je l'ai dit, du réseau, de la banque, de la carte du client, du moyen de paiement qu'il va choisir, par exemple. Toutes ces logiques, elles ont vraiment été bouleversées depuis 3 ans. Donc, voilà, nous, ça a toujours été une préoccupation parce que, j'imagine bien, ramener au volume de Cdiscount, l'optimisation des coûts monétiques, c'est un enjeu qui est crucial.
Et puis voilà, et puis notre client, lui, il n'est pas là, il est juste là pour payer tranquillement et acheter son produit. Peut-être pour rappeler, parce que c'est vrai que on a indiqué une politique oneuse, ce qu'on appelle l'oneuse, c'est quand à la fois l'émetteur de la carte est également l'acquéreur, ce qui permet éventuellement, en fonction des conditions contractuelles, d'économiser des coûts d'interchange. Donc ça peut être très intéressant si on fait évidemment un volume important et qu'on peut avoir plusieurs acquéreurs qui nous accompagnent dans notre business. Jacques, sur le smart routing, il y a aussi une dimension DSP2, parce que je sais que nous, côté Worldline, alors encore une fois, vous utilisez nos API, mais il y a aussi la dimension d'exemption aujourd'hui de la DSP2 qui nécessite aussi une vraie intelligence. Est-ce que je favorise une exemption de type acquéreur, justement, ou est-ce que je laisse le système et je lui fais confiance pour une exemption de petit montant? La mécanique d'exemption aujourd'hui, je suppose qu'elle est dans le smart routing aussi. Bah, tout à fait, parce que typiquement, ça, c'est une nouveauté. Ce sont des réflexions qui n'existaient pas il y a 3 ans. Il est vrai que d'un canal d'acquisition à l'autre, d'un porteur à l'autre, les exemptions qu'on va utiliser ne sont pas les mêmes, puisque voilà, elles remplissent des objectifs différents. Et typiquement, l'exemple que tu citais est très bon, parce que ça a vraiment énormément complexifié notre capacité à dire, tiens, je vais aller sur, par exemple, tel contrat VAD, avec tel challenge mode, et ça, je vais le faire pour jusqu'à tel montant, par exemple. Et je le ferai pour telle option de paiement, mais pas pour une autre. Donc là, typiquement, je dirais les matrices fonctionnelles de prise de décision, elles se sont énormément complexifiées. Oui, c'est la balance entre le prix monétique presque et le taux de transformation en obtenant un frictionless sponsorisé par un partenaire. Notre objectif principal, bien évidemment, avant l'économie, c'est que notre client puisse payer son panier. Mais voilà, typiquement, ça, c'est un très bon exemple de complexification intense qu'il y a eu depuis ces 24 derniers mois, en fait. Oui, et puis nous, on le voit avec les commerçants qui utilisent nos pages de paiement, parce que vous l'avez dit, vous êtes APIsé, mais c'est tous ces mécaniques de retry aussi en automatique en cas de refus pour non-présentation d'une authentification qui sont rejouées automatiquement, par exemple. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais aujourd'hui, c'est une réalité pour maintenir et continuer à faire grandir l'e-commerce de nos clients. Oui, puis c'est un bon exemple aussi, ce sujet de smart routing, avec ce qu'on a présenté juste avant, parce que avant d'aller intégrer des règles automatiques, voire même auto-apprenantes d'intelligence, il faut de la data avant. Il faut appréhender la donnée. Parce qu'effectivement, N moyens de paiement, N acteurs derrière sur la chaîne, qui ont tout changé, qui ont des algos aussi, eux, de prise de décision anti-fraude. Tout ça part de nous en amont. Mais en fait, le nombre d'interlocuteurs sur la chaîne est tellement grand que si on n'analyse pas très, très précisément ce qui se passe, on n'est pas capable d'aller faire cette optimisation-là. Donc, le cycle d'amélioration continue, en fait, il est là. Il est clairement là. Alors, Julien, tu parlais de la chaîne. Alors, c'est vrai qu'on a pris la chaîne un petit peu à l'envers. On a fait data, etc. Mais il y a évidemment l'expérience paiement globale pour les clients de Cdiscount. Alors, on va parler d'acquisition client pour les faire entrer dans le tunnel d'achat, l'ergonomie autour du tunnel d'achat qu'il faut tester, j'imagine, de façon continue aussi. Puis, il y a vraiment la partie qui est dédiée au paiement. Mais avant le smart routing, avant la data, il y a évidemment des pages de paiement. Donc, on va parler d'enjeux de mobilité, de web responsive, d'enjeux de localisation aussi. Donc, on est vraiment sur l'expérience paiement et la performance paiement. Alors, on a essayé de synthétiser sur un slide, mais c'est comme toute démarche de haut niveau. C'est l'ensemble de détails qui fait la différence. Et sur les pages de paiement, c'est vraiment ça. Donc, ça va être évidemment d'intégrer des pages de paiement dans une approche sans couture. C'est un terme très à la mode, mais c'est vrai que si on est dans des pages de paiement déportées, évidemment, ça peut donner moins de confiance à l'acheteur. C'est de tester continuellement son taux de transformation et surtout le personnaliser. Jacques, tu le disais, il faut la bonne méthode de paiement au bon interlocuteur. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Et puis, bien sûr, un ensemble de bonnes pratiques. Le paiement en un clic, on en parlait. Tokenisation, c'est aujourd'hui 15% d'amélioration d'un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, quand on a le paiement en un clic dans la moyenne marché, bien sûr. Mais également beaucoup de petits tips comme ça qui sont très importants si on veut favoriser également l'expérience paiement parce qu'elle reste quand même en amont de toute la politique après du smart routing et de la data. C'est très impressionnant tout ce qui a été déployé au sein de Cdiscount. Du coup, cette expertise sur laquelle on a échangé, sur laquelle Worldline nous a accompagnés, elle a aussi fait naître en fait une idée d'un nouvel axe de développement pour des services de paiement au sein de Cdiscount, pour une commercialisation de ces services de paiement. Et puis, il y a des nombreux acteurs qui ont échangé ce questionnement-là. Et là, je parle de la communauté e-commerce. C'est vrai que voilà, cette révolution qui s'est passée là, ces 2 dernières années, c'était quand même, au début, ça faisait très peur quand même, parce qu'il fallait tout réécrire, tout changer, toutes les logiques de prise de décision étaient changées. Donc, nous, dès le début, en fait, on a commencé à échanger avec les fédérations de commerçants et petit à petit, on a commencé à échanger avec des banques et puis
Carte bancaire a mis en place des comités consultatifs où les banques et les commerçants pouvaient échanger. Et rapidement, les acteurs techniques comme vous sont arrivés. Et en fait, moi, j'encourage tous les commerçants à participer à ce genre de réunion parce que c'est une mine d'informations, d'échanges informels ou formels qui permet rapidement de comprendre que les problèmes que l'on a, quelle que soit la taille du commerçant, en fait, tout le monde les a. Et qu'il y a des choses, des fois, auxquelles on peut réfléchir différemment parce que, voilà, nous, à Cdiscount, on a une certaine culture, d'autres boîtes ont d'autres cultures et de confronter ces points de vue. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'axes de réflexion. Puis au final, voilà, depuis 1 an et demi, on travaille aussi dans des comités avec l'OSMP. L'OSMP, c'est quand même, voilà, à la base, c'est quand même, c'est le régulateur, c'est quelque chose de très officiel, mais les échanges étaient très, très riches parce que là, Et vraiment… beaucoup à l'initiative de commerçants et de providers de paiement. Moi, je me rappelle Oui, d'initiatives oui, parce oui. qu'il y avait une problématique. Quand on était allé porter certains use cases auprès des scheme dans un esprit communautaire pour faire avancer plus rapidement en fait l'écosystème paiement. Tout à fait, parce qu'on s'est rapidement rendu compte que cette histoire, en fait, qui devrait normalement être standard, elle n'est pas standard. Oui, en une fait, réalité voilà. réglementaire puis une réalité business. Voilà, il y a une réalité, la réalité opérationnelle, elle est parfois très, très loin de certains textes. Et donc, tel ou tel scheme n'a pas forcément les mêmes règles, la même approche, Jamais, par d'ailleurs. exemple, du frictionless. Et donc, nous, au niveau commerçant, au niveau de l'acceptation, surtout pour un commerçant comme nous qui héberge ses pages de paiement, ça devient des règles fonctionnelles très compliquées à maintenir. Et donc, ces endroits, ces lieux où on pouvait échanger, je pense même, voilà, on a échangé avec des concurrents directs, choses qui se font Nous aussi, je te habituellement. rassure. Voilà, voilà, choses qui se font habituellement peu, mais voilà, qui étaient nécessaires. Et moi, franchement, si j'avais un message à passer, j'encourage les commerçants à participer à ce genre d'événements parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et aussi dans les médias et participer à ce genre de webinaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à Exactement. apprendre. Il y a peut-être un cas concret qu'on pourrait partager, Julien? Oui, un cas concret sur ce type d'initiative? Oui, on a un cas concret. Là, dans les dernières semaines, il se trouve que dans le cadre de la DSP2, on est un petit peu sur les derniers paliers d'application de la DSP2. Et donc le but, on en a parlé, mais c'est minimiser la fraude globalement. Donc, sur certains paniers qui le nécessitent, une authentification qu'on appelle à 2 facteurs du client. Et certains clients dans la plupart des banques n'avaient pas encore de solution à double facteur. Et donc, les banques ont décidé ordonné par la Banque de France, par l'OSMP, de faire ces migrations. Et donc, nous, reporting, data analyse, on a tout de suite vu les impacts sur des échelles assez importantes, en fait, et peut-être pas anticipées par la place que faire ces migrations des derniers porteurs À marche forcée. voilà, un peu à marche forcée, avait autant d'impact. Donc là, tout de suite, nous, on a saisi la FEVAD. Alors, de manière très collaborative, quand on dit saisi, mais vraiment, on les a appelés, on leur a dit là, ça bouge. Et ça fait déjà plusieurs jours et on est sur des très grosses tendances. Donc, les clients sont impactés. Donc, nous sommes impactés en tant qu'e-commerçants. Comment on peut trouver une solution? Donc, on a appelé nos confrères, oui, SNCF, Amazon, Fnac, VIP, etc. Et puis, on a dit, partageons à l'OSMP et avec les banques et trouvons un chemin pour essayer de revenir, de peut-être faire cette migration un peu différemment et de comprendre de la technique à la réglementation. Est-ce qu'on n'a pas une capacité finalement à amortir un peu le choc? Donc ça, c'est hyper concret. Oui, c'est vraiment un cas récent qu'on a eu oui, à oui, manager ensemble. Et puis là, on parle de clients qui quelques peuvent semaines. payer, en fait, qui Absolument. sont, donc pour nous, c'est juste pas possible. En fait. Donc, on était moins dans la technique avec des obligations réglementaires qui fait qu'on devait relivrer le paiement. Là, on avait relivré, nous, on n'avait rien changé. Par contre, c'est les banques qui, elles, migraient des porteurs. Et donc là, on voit une chute de la conversion de nos clients, banque par banque. Et donc, il fallait discuter. Et sans être actif au préalable dans cet écosystème, il y a pratiquement pas de voie, quoi. Oui, l'important d'être ensemble et de faire avancer des thématiques comme ça auprès des banques, des schemes. Encore une fois, ce que nous avons constaté, tous les autres commerçants le constataient aussi. Donc, il était important de le partager au sein de ces… La DSP2 a vraiment renforcé cette partie-là. Après, c'est vrai que vous avez été une locomotive aussi dans le cadre de ces sujets avec Worldline sur de nombreux workshops. Du coup, ça a fait pivoter aussi. On s'est dit, il y a un nouvel axe de développement pour Cdiscount à devenir une PayTech, une FinTech.
Julien, sur cette histoire, tu peux nous en dire plus? Oui, je peux en parler. Alors, ce qu'on veut présenter, c'est dans les 20 ans d'histoire, en fait, avant de parler de paiement pur, les différentes grandes phases de l'histoire de Cdiscount, c'est du retail, donc de la distribution de produits à des clients finaux B2C. Et puis, naissance de la marketplace, il y a un peu plus de 10 ans. Et en parallèle, tout ça n'était pas forcément séquentiel, mais en parallèle, depuis ces 10 dernières années, c'est une accélération des services proposés aux clients B2C. Ensuite, une accélération des services à l'écosystème de clients B2B, j'en parlais tout à l'heure. Donc, aussi bien des pros qui achètent sur notre site, où on veut leur proposer des services, et notamment sur le paiement, que les vendeurs marketplace ou les fournisseurs de Cdiscount avec des services pour les aider à monétiser leur audience, mieux vendre sur Cdiscount ou mieux vendre sur d'autres sites. Donc, il y a eu cette accélération-là. Et là, ces dernières années, de manière très concrète, 3 dernières années, on a une suraccélération de la marketplace avec, on frôle aujourd'hui 1 euro sur 2 qui est fait qui va être fait par des vendeurs marketplace, en fait, en réalité, derrière. Et qui profitent du coup de la performance paiement, du taux de transformation. Alors, je parle de la marketplace Cdiscount, et qui vont profiter de tout ce qu'on a vu autour de la data et de la performance paiement. Tout à fait. Ouais. Et donc, bien sûr, ils en bénéficient à plein, puisque toute la R&D, le paiement en fait client, il bénéficie à ces vendeurs qui font presque 50% de notre volume d'affaires. 15 000 vendeurs avec une marketplace qui s'est industrialisée, qui a grandi. Et donc, l'axe stratégique, c'était de se dire comment le paiement peut être en support d'une stratégie globale à la fois groupe. Retail group, comment on met cette stratégie au service de nos forces. Et donc, par ailleurs, en dehors du paiement, il y a eu notamment, il y a un peu plus d'1 an, la naissance d'une filiale Octopia, qui est dédiée au marché des marketplaces. Donc, c'est en premier lieu un éditeur de logiciels sur ce marché-là. Et on est venu sur différents volets en fait, du paiement, être en appui de cette stratégie, notamment sur un volet qu'on n'a pas trop parlé, on n'en a pas trop discuté, mais dans la DSP2, il y a aussi le paiement, le payout, le paiement des vendeurs. Oui, ça a réglementé beaucoup de choses autour des marketplaces également. Oui, parce que toutes les marketplaces fonctionnent de la même façon. Il y a un encaissement du client qui est fait par la marketplace ou un établissement de paiement directement associé. Et puis ensuite, une fois que le vendeur a livré, voilà, il faut bien le payer. Et donc, dans cette stratégie-là, tout de suite, on s'est dit la réglementation des SP2, qui est en fait une réglementation bancaire sur le paiement vendeur, impose finalement au marketplace et donc aux vendeurs derrière de montrer patte blanche quand ils créent leur compte. C'est exactement la même réglementation que quand un pro ouvre un compte auprès d'une banque. Donc, quand un vendeur marketplace veut commencer à vendre sur une marketplace n'importe où en Europe, il doit faire ce qu'on appelle un KYC et donc fournir un document. Et après, simplement, il est habilité à vendre et à toucher de l'argent par l'intermédiaire de ces marketplaces. Et comme en fait, on avait fait cette transformation, on a créé CENOVAPay dédié à la marketplace Cdiscount, on a dit, on vient en appui de la stratégie Octopia, puisque un e-commerçant qui va choisir le logiciel Octopia pour se transformer en marketplace, derrière, il va pouvoir bénéficier. On a plugué techniquement et d'un point de vue métier cet établissement de paiement qui est CENOVAPay pour faciliter la mise en conformité de la marketplace et payer les vendeurs via ces solutions. Donc, ce qui fait que la marketplace, derrière, elle n'a pas à se soucier, on va dire, de cette partie-là. Et surtout pour les vendeurs, quelque part, un vendeur, nous, aujourd'hui, il vend par l'intermédiaire d'une techno Octopia, à la fois sur Cdiscount, à la fois sur toutes les plateformes qui ont choisi cette technologie Octopia. Justement, on avait vu dans la presse un partenariat, on va dire, entre Cdiscount et Rakuten sur l'échange de vendeurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, Octopia, il y a plusieurs business models à l'intérieur, mais on est éditeur de logiciels, mais en fait, on a abordé une stratégie qui était de dire pour qu'une marketplace réussisse, au final, il ne faut pas qu'un beau logiciel. Et il faut en fait le parc de vendeurs parce que c'est eux qui amènent les produits. Il faut une capacité logistique. Donc ça, on n'en a pas trop parlé dans la fiche d'identité de Cdiscount, mais il y avait aussi il y a un gros savoir-faire logistique de fulfillment qui a été mis au service de ces 15 000 vendeurs marketplace.
Donc, la stratégie, c'est de dire sur Octopia, on propose un logiciel et on propose un parc de vendeurs, que quelque part la marketplace qui prend ces technologies peut en bénéficier tout de suite, et des vendeurs qui eux-mêmes ont des services de fulfillment avec Octopia, et donc qui vont bénéficier de la livraison same day ou en un jour, une livraison rapide. Et on sait aujourd'hui, c'est un axe différenciant, et c'est ce qui fait vendre sur le marketplace. Si on livre en 3 semaines, la récurrence d'achat elle est beaucoup moins forte. Donc on a tout ça, et l'axe paiement, le paiement vendeur dont on a parlé. Donc on package tout ça. Et Rakuten, en l'occurrence, on a dit sur le parc de vendeurs, en fait c'est une des offres d'Octopia, on est capable de pousser notre parc de vendeurs sans forcément avoir vendu aussi le logiciel. Rakuten était déjà une marketplace. Voilà, ce qui fait qu'on a plusieurs marchés. On va avoir des marketplaces déjà existantes à qui on pousse notre parc de vendeurs et nos solutions logistiques. Et puis après, on a des marketplaces, enfin des e-commerçants qu'on aide à se monter en marketplace de toutes pièces, avec à la fois le logiciel qui fait le lien avec les vendeurs, et puis après tout le et qui profite donc de votre performance paiement. C'est ça. Pour leur taux de transfo. C'est ça. Alors, on arrive à la fin du webinaire. Avant de passer aux questions, on va revenir en synthèse rapidement, mais en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que l'expérience paiement, elle a été intégrée en amont des parcours d'achat. Elle doit être pensée très rapidement. Jacques, tu parlais de changement perpétuel aussi. Il faut toujours se remettre en cause. Le deuxième axe qu'on a mis en évidence, c'est que la conversion paiement, elle est au centre de la satisfaction client et qu'elle devient évidemment un nouvel axe de développement, comme Julien, tu l'as expliqué, à la fois autour des services marketplace et bien sûr de la performance. Messieurs, merci beaucoup pour ce webinaire. Je vous propose qu'on passe aux questions. Okay. Je vois Muriel attentive à l'écran, donc elle va pouvoir nous partager les questions. On voit, c'est parti. Alors, Julien, je pense que la première peut être pour toi. Et pour moi, ouais. Alors, je vais la lire. Octopia, vous proposez des services de logiciels comme le fait Miracle? Alors oui, clairement, on est sur le marché d'édition de logiciels dédié au monde de la marketplace, qui est né, on en a parlé, mais du savoir-faire antérieur de Cdiscount, clairement. Après, le gros axe différenciant, c'est que la croyance, c'est que le vivant pleinement avec la marketplace de Cdiscount, avant, on a vu sa transformation, son accélération, qu'est-ce qui permet finalement à un e-commerçant de vendre. Le logiciel est important, mais pas que. Et donc, on a tout de suite dit, on a la chance d'avoir un réseau de vendeurs. Et ce réseau de vendeurs, on va en faire bénéficier toutes les plateformes à qui on va vendre les solutions Octopia. Et aussi, ça va être bénéfique pour les vendeurs, parce que quelque part, un vendeur, nous, depuis les mêmes cockpits, les mêmes outils, il peut vendre sur les centaines de marketplaces branchés sur le réseau. Et in fine aussi, ça bénéficie au client final, parce que lui, sur une marketplace en Europe sous Techno Octopia, il va avoir une offre de produits largement enrichie, parce que ce parc de vendeurs, encore une fois de 15 000, avec des vendeurs à la fois européens, des vendeurs français, des vendeurs aussi en dehors de l'Europe, ça permet de couvrir un scope de produits et d'offres assez important, et que, encore une fois, pour la marketplace qui choisit nos solutions, qu'on va pouvoir offrir ce qu'on appelle en one-click onboarding. Donc, à partir du moment où le vendeur il décide de proposer ses produits sur cette marketplace, on va les diffuser immédiatement. D'accord, un petit peu sur l'ensemble. Donc oui, même marché, mais croyances différentes. On a la promesse vis-à-vis des clients d'Octopia, des e-commerçants, qu'on va faire réussir leur marketplace. Et d'ailleurs, le business model d'Octopia est basé sur la réussite de nos clients. Ok, merci. Je vois une deuxième question. Alors, comment choisir une solution BNPL? C'est vrai qu'on en a parlé avec Jacques, vous avez fait le choix d'internaliser, oui. Mais c'est vrai qu'en accord avec ce trend très important e-commerce, il y a de nombreux acteurs. Alors,
il y avait déjà un maillage très important en France, d'acteurs BNPL portés principalement par les banques. Alors aujourd'hui, comment choisir? C'est vrai qu'on a beaucoup de pépites françaises aussi, beaucoup d'autres acteurs européens. Je pense qu'évidemment, on va parler également de performance paiement. Il faut absolument que le BNPL propose une expérience de paiement seamless, que ce soit pour un paiement en plus tard ou en plusieurs fois. Donc, comment elle s'intègre au sein de mon propre site web, peut-être de mon application mobile, et comment elle est web responsive. Je pense que Jacques, la partie fraude est évidemment très importante, mais aussi pour ne pas bloquer du bon, entre guillemets, business. Il faut savoir être intelligent sur la fraude. En quoi cette solution est capable de proposer un maximum d'ouverture de ce moyen de paiement avec un pilotage du risque le plus fin possible. Exactement. Donc, voilà, et je pense à un autre critère, mais quelque chose, on en a parlé un petit peu, mais sur la partie recouvrement, je pense qu'un BNPL doit aussi savoir accompagner le client dans la gestion de sa dette, au final. Exactement. Donc, tout à fait. Pour un client qui souhaite peut-être aussi anticiper ses échéances ou peut-être les décaler encore un petit peu, parce que cet accompagnement au recouvrement, forcément, il va jouer aussi sur l'image de marque du site web qui a choisi cet acteur BNPL. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas assez, mais la qualité, on va dire, de l'accompagnement du client dans cette phase de recouvrement est extrêmement importante. Donc, moi, j'invite tous les commerçants, bien sûr, à déployer des solutions BNPL comme Cdiscount l'a fait. C'est aujourd'hui un prérequis important à l'e-commerce, mais faire attention également à cette partie-là. Puis après, il y a le prix, évidemment, mais il se compose de l'ensemble de ces critères qu'on vient de citer. Absolument. Voilà ce qu'on peut dire sur les BNPL, mais souvent un BNPL est toujours pour un marchand précisément. Jacques, peut-être toi. Avez-vous prévu de mettre en place le choix de la marque? Très très bonne question. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors le choix de la marque déjà, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, voilà, tout simplement aujourd'hui, c'est de proposer à notre client, donc au porteur, le réseau qu'il va utiliser. Donc, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose parce que je pense que 99 porteurs sur 100 ne savent pas de quoi on parle. Donc, l'important dans cette histoire, c'est quel va être le choix précoché par le commerçant sur le formulaire de paiement et derrière, laisser la liberté au client ou au porteur de le changer. Donc, la marque, c'est CB Visa Mastercard. CB Visa, alors voilà, CB Visa Mastercard. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas encore implémenté sur Cdiscount. On est en train d'y travailler de manière assez active. Pourquoi ça n'a pas été implémenté? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la DSP2, les 24 derniers mois, on a tout relivré, donc ça nous a pris un peu de temps quand même. En termes de bande passante, on était un peu focalisé sur ce sujet. Et donc, on a pris du retard sur celui-là. Maintenant, c'est un autre sujet réglementaire et Cdiscount, comme tout autre site, doit l'implémenter. Et concrètement, nous, on est en train d'y réfléchir, d'ailleurs, sur le modèle de données. Et puis surtout, on est déjà en train de réfléchir à essayer de comprendre en quoi on peut en faire une opportunité. Et on a beaucoup de réflexions sur le sujet qu'on partage avec les gens du COMEX de Cdiscount pour leur montrer que, encore une fois, cette contrainte réglementaire qui, somme toute, s'est rajouter un champ dans un formulaire, cette contrainte réglementaire qui s'ajoute à toutes les autres qu'on a déjà subies ces 3 dernières années, on peut peut-être après en faire une opportunité et avoir des réflexions nouvelles. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille parce que de toute façon, comme tous les sujets réglementaires, Cdiscount n'est pas au-dessus des lois, donc on va l'implémenter. Pour rejoindre ce que tu as dit sur la MIF, ce qu'on appelle aussi la MIF, on voit que sur les pages de paiement, parce que Worldline le propose aux clients qui ont des pages de paiement chez nous, on a très très peu de changements en fait du choix de la marque, puisque comme tu l'as dit, les consommateurs ne savent pas ce que c'est. C'est une liberté de choix, la marque, je pense que il y en a très peu. Mais c'est vrai que ça met beaucoup de complexité chez les providers et chez les commerçants, puisqu'il faut aussi gérer les mécaniques de paiement en un clic. Comment on gère les paiements en un clic? Il faut sauvegarder bien sûr la sélection de la marque, il faut la rendre modifiable à n'importe quel moment. Donc c'est effectivement un investissement aussi important. Exactement. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Peut-être plus pour toi, Julien, du coup, sur le... J'ai un projet de création d'un site de e-commerce avec des marques de mode éco-responsable. Que conseillez-vous en termes de modèle pour commencer, retail, marketplace ou combinaison des deux? Merci pour votre aide. Proposez-vous un tutorat pour les jeunes e-commerçants en cours de création? Alors, nous, on conseille le business model marketplace pour démarrer, pour beaucoup de raisons, structure de coûts, la vision marketing, la vision marketing, la proposition d'offres aussi, parce qu'on va s'appuyer sur un réseau de vendeurs. Gestion de stock, oui. Après, le retail, nous, on est né dans le retail, donc c'est vrai que on bénéficiait du groupe, de toute la puissance d'achat qu'on a développée
au cours des années, donc je ne connais pas le contexte de ce site-là, mais nous, on fait cohabiter très bien les deux mondes. En fait, le site, nous, Cdiscount, on est un vendeur parmi le reste des vendeurs. Donc, quelque part, on a résolu ça, en fait, il y a quelques années. On est un vendeur parmi d'autres, donc notre site est une marketplace. Et puis, peut-être que Cdiscount a la meilleure offre, peut-être que c'est un vendeur, mais quelque part, peu importe. On a même une logique, nous, aujourd'hui, où on travaille au rayon et on enrichit ce rayon d'offres. S'il faut aller les chercher chez des vendeurs, on va aller chercher chez les vendeurs. Si c'est à nous d'aller acheter des produits en propre. Parce qu'une bonne marketplace, c'est ça, c'est pas d'avoir de chevauchement sur le produit, c'est de trouver vraiment une offre complémentaire à l'ensemble des vendeurs. C'est vrai que sur un business model marketplace qui se crée toute pièce, on aurait tendance à dire quand même plutôt de e-commerce, pardon, qui se crée, on aurait plutôt tendance à dire de la marketplace. Oui, puis après, en fonction de la croissance, pourquoi pas travailler sur une marque en direct aussi, et les deux, du coup. Voilà. Alors, dans la question, il y avait proposez-vous un tutorat pour les jeunes e-commerçants en cours de création. Alors, mes collègues chez Octopia, la personne qui nous laissait ses coordonnées, on a effectivement toute une capacité à expliquer les solutions, mais globalement, même on a toute une part de ce qu'on appelle le business consulting. Parce que la vision d'Octopia, c'est encore une fois, c'est pas de vendre juste un logiciel, mais c'est de se dire comment ensemble on va faire une marketplace qui marche. Et donc, on a toutes les bonnes pratiques en matière de la marketplace et on va jusqu'à regarder aussi le BP, voir comment la personne qui veut créer son site e-commerce a quelque part prévu son activité. Donc, on peut pleinement répondre à cette personne. OK. Muriel, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui. Décidément, le choix de la marque. On a répondu, du coup. Ouais, on a déjà répondu. On a répondu, mais en timing, là, de mise en œuvre, c'est incessamment sous peu. Ah oui, c'est un sujet 2022. On se parle de semaines ou de mois là, pour l'activer. Ouais, on est en plein développement. Ça va faire le sujet de nombreux nouveaux workshops entre Cdiscount et Worldline. C'est ça. Vis-à-vis de la DSP2, la délégation d'authentification forte. Attendez. Alors, vaste sujet là encore. Alors, la délégation d'authentification forte, c'est la capacité qu'a un commerçant à processer l'authentification forte en amont du paiement, à faire reconnaître cette solution par les schemes, voilà, pour que après le client n'ait pas à s'authentifier sur la solution de sa banque. Sur le papier, c'est une très belle idée. Aujourd'hui, il faut quand même se dire les choses. Aujourd'hui, le marché n'est pas prêt. Quand on parle, quand on échange avec les schemes, avec les banques, c'est un sujet ambitieux, mais pour moi, ce n'est pas un sujet 2022. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que quand je dis qu'on a tout relivré ces 18 derniers mois, on n'est pas les seuls. Je pense que Worldline, vous avez livré une quantité astronomique de développement. Les banques ont complètement changé leur façon de travailler. Parce que je rappelle quand même que la DSP2, c'est dire que la décision finale d'authentifier le client revient à la banque du client et ne revient plus au commerçant. Donc, cette petite phrase qui ne veut rien dire. Voilà, cette petite phrase qui a l'air de rien dire a tout changé. Donc, pour en revenir à la délégation d'authentification, bien sûr, c'est un sujet qui nous intéresse puisque c'est un sujet de transformation. C'est un sujet qui a un impact direct sur la transfo Cdiscount. Donc, évidemment qu'elle nous intéresse. Maintenant, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais bien travailler sur ce sujet, mais faudrait-il pour autant que l'écosystème monétique français soit prêt, soit mature pour qu'on travaille là-dessus. Donc, je pense que c'est plutôt un sujet à 2023-2024 et pas un sujet 2022. En 2022, il y a d'autres sujets qui arrivent, comme on appelle ça le whitelisting, c'est ça, sur les porteurs. Oui, les exemptions de whitelisting où tu peux déclarer un commerçant de confiance. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ce genre de sujets que je pense qu'ils vont arriver avant. La délégation d'authentification forte, je pense que… Ça va être un sujet communautaire. Enfin, je pense que vous en parlerez au sein de la communauté et le pousser ensemble. C'est un sujet qu'on verra dans 1 an et demi, 2 ans. Un sujet avec plein de promesses, mais je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui. C'est prématuré d'en parler. Après, c'est vrai que nous, on pousse. On pousse et on s'y prépare. Tout à fait. On sera prêt quand ça sera prêt. Dans le sujet, il y a, dans la délégation d'authentification, il y a comment nous, e-commerçants, on va devoir, avant qu'on nous autorise à avoir la décision d'authentification de notre côté, en fait, Tout à fait. va falloir prouver que notre prise de décision elle est bonne.
Et donc, quelque part, qu'on C'est un processus ne recrée pas de la fraude supérieure à ce que les banques ont mis en place. Oui, ça va être un cycle vertueux, donc on va reparler de data et de moteur d'exemption. Donc, toute cette partie-là, nous, on est en train de finir de livrer, puisque les banques nous parlaient de plus de 6 mois de faire valider nos dispositifs, donc de dire, si j'avais eu la délégation d'authentification forte active, voilà quelle décision, monsieur banquier, j'aurais prise. Et donc, je peux vous prouver que je prends la bonne décision, que quelque part, une transaction qui est à risque de fraude, j'aurais, moi, demandé l'authentification forte, et puis les autres, non. Donc, nous, on se prépare au maximum, et c'est vrai que Jacques a raison. Derrière, les banques ne sont pas tout à fait prêtes, et ça pose des questions juridiques aussi, parce que ça veut dire qu'elles vont nous déléguer la responsabilité de l'authentification du client. Et on voit qu'il y a le texte général de SP2 qui est là, mais pas son application. Donc là, c'est un très bon exemple de sujet où il faut être dans les confédérations qu'on a citées précédemment, parce que sinon, quelque part, on ne montre pas que nous, l'écosystème de e-commerçants va être prêt pour le faire et volontaire, puisque ça va être au bénéfice de la conversion et puis et du client. Ok. Messieurs, on a répondu à la dernière question et ça tombe très bien parce que je vois qu'il est midi pile. Je vais remercier tous les participants au webinaire et merci bien sûr pour vos questions. Je vais remercier encore une fois les équipes techniques de Cdiscount et vous deux, messieurs, j'étais vraiment ravi de partager ce premier webinaire. C'était notre première. Donc, merci encore à tous. Les slides sont mis à disposition dans l'outil Webikeo, donc vous pouvez tout de suite télécharger, si vous le voulez, la présentation. Et bien sûr, elle sera encore disponible sur le site de LSC pendant 7 jours. Elle sera mise en ligne dans la journée. Voilà. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.